Voilà, la passation des marchés publics au niveau de la présidence RDC pose des vrais problèmes. Il y a eu des débats houlés autour de ça. D'abord des marchés passés en amont et puis actuellement sur un marché qu'on a passé par rapport à l'assainissement. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a des organisations de la société civile, notamment les GREM, qui viennent de faire une analyse par rapport à l'actuelle passation, la récente passation des marchés publics par rapport à l'assainissement, au secteur de l'assainissement. Nous allons en parler avec Maître Guy Kabea, qui est avec nous sur ces plateaux, responsable des GREM. Bienvenue. Merci Guillaume. Bienvenue à vous aussi qui nous regardez sur ZTM Télévision. Donc, on va discuter autour de la légalité de ces actes posés par rapport à la passation des marchés publics. Ces passations sont-elles légales ou illégales? Les cabinets du président de la République, avec tous les experts juridiques qui sont là, respectent-ils la loi telle que prévue en matière de passation des marchés publics ou ils sont hors la loi? C'est autour de ça que nous allons discuter. Maître, d'abord, commençons par ces marchés passés avec ces cadres. Il s'agit de quoi au juste? Bon, il s'agit d'un marché qui est... CECAD, c'est une société qu'on a vue dans un article d'un de vos confrères sur le net. La société CECAD revendique, par le biais de son président, revendique le fait d'avoir conclu un accord avec le gouvernement congolais en vue de procéder à la collecte et au traitement des déchets dans la ville de Kinshasa et avec possibilité d'extension en province. Et la même société ajoute que dans le cadre de ce marché ou de ce contrat, non seulement elle procédera à la collecte, mais elle va installer une centrale ou des centrales électriques ici à Kinshasa pour alimenter en énergie les ménages ou tout ce que vous voulez sur base des déchets qui auront été collectés. Ce qui est très bien. Mais là où est le montant de l'accord est quand même autour de 2 milliards de dollars. Donc on parle de 2 milliards de dollars. Donc quasiment le quart du budget de l'État. Voilà. Bon, évidemment, nous on a lu l'article. Nous, ça veut dire que le groupe de réflexion et d'échange sur les marchés publics, qui est une ASBL, la société civile, et l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique, parce que nous sommes aussi membres de l'ODEP. L'ODEP, c'est une plateforme d'ASBL qui milite pour la bonne gouvernance, surtout au niveau de la gouvernance publique. Et on a remarqué, on s'est rendu compte que tel que c'était déclaré, nous soupçonnons réellement qu'il n'y ait jamais eu d'appel d'offres. Parce qu'en tant que commande publique, que ce soit un marché public ou partenariat public-privé, il faut un appel d'offres pour les marchés. D'accord, voilà. On va arriver à ces niveaux-là. Mais regardons d'abord ce que prévoit la loi. Par rapport, on va comparer la loi sur les partenariats publics et privés avec la loi concernant composition, organisation, fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports que ces entités-là doivent avoir avec l'État congolais. On lit, voilà ce que la loi dit, la loi portant composition, organisation, fonctionnement des ETD et les rapports avec l'État. Il est dit ceci, article 50, le conseil communal délibère en matière d'intérêt communal, notamment, point 9, il y a beaucoup de points, point 9 dit ceci, la construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion des parcs publics, des complexes sportifs, des aires de jeux, la construction, l'entretien des bâtiments publics appartenant à la commune, l'organisation des décharges publiques et du service de collecte des déchets. Ça, c'est l'assainissement. On comprend que la loi accorde cette attribution-là au niveau des entités territoriales décentralisées. Au niveau de la ville de Kinshasa, on voit directement la province avec ces systèmes où il n'y a pas de maires, c'est les gouverneurs qui gèrent directement. Alors là, on sait que cette attribution revient aux ETD. Alors, de l'autre côté, la loi sur les partenariats publics-privés, vous avez évoqué ça dans l'analyse. Article 18 dit ceci, le pouvoir central, provincial et l'entité territoriale décentralisée, chacun dans les limites de ses compétences et attributions, convient qu'on conçoive
propose et met en œuvre les plans de développement, la politique et les stratégies dans les domaines des partenariats publics-privés. Alors, ma question, après comparaison de ces deux, voilà. Je voulais savoir, la présidence a-t-elle le droit de s'impliquer en matière d'assainissement? D'abord, premier élément, il n'est dit nulle part dans l'article que c'est la présidence qui a signé le contrat. Le pouvoir, voilà, ça c'est vraiment important. Je crois qu'il faut qu'on mise là-dessus parce que la société revendique c'est le gouvernement. Moi, je me limite au mot. Donc, je suppose que c'est le gouvernement central qui aurait fait ça. Non, parce qu'on sait que le gouvernement actuellement ne peut pas poser. Déjà un autre problème. Là, je ne vais même pas aller dans ces détails-là sur affaires courantes ou pas. Non. Voilà. Maintenant, si on parle du gouvernement, s'ils avaient dit gouvernement provincial, on aurait compris. Alors, sur cette base, s'il s'agit du gouvernement central qui a signé le contrat tel que ça apparaît, il y a un problème avec la conformité à la loi, d'abord sur la décentralisation et la loi sur le partenariat public-privé. Parce que la compétence de la collecte et du traitement des déchets en général revient soit à la ville, Kinshasa a deux statuts. Kinshasa est une province et une ville en même temps. Donc le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est une sorte de maire aussi, au-delà du fait qu'il est gouverneur. Ou aux communes. C'est dit clairement. Donc rien que sur cette base, normalement, ce contrat aurait dû être signé au niveau de la ville de Kinshasa ou de certaines communes. Pourquoi je le dis? Parce que la loi sur le partenariat public-privé, en conformité, donc pour rendre, c'est une logique, dit que les autorités contractantes, ça veut dire quoi? Ce sont les personnes qui sont censées signer des contrats comme ceux-là. N'est-ce pas? Comme celui qu'on est en train d'examiner. Ces autorités agissent en tenant compte de leurs compétences. Pas de ma matière administrative, la compétence et l'attribution. Si je suis une ville, d'abord, ma compétence se limite dans les limites territoriales de la ville, et ma compétence se limite aussi aux matières qui me sont conférées dans ma compétence. Et voilà, si on ne le fait pas, il y a un problème. Voilà. Alors, toujours par rapport à ça, je vous pose une question très simple. Oui. Est-ce que, en posant cet acte, le pouvoir, le gouvernement central, favorise la mise en œuvre de la décentralisation? Ah non, clairement non. Hein. Parce que justement, généralement, le pouvoir central se dit, bon, comme, entre guillemets, il n'y aurait pas de compétences au niveau provincial ou au niveau des ETD, il prend carrément en charge une sorte de droit de substitution. Non, ça n'existe pas. En principe, c'est même une violation de la Constitution. Parce que les attributions des ETD, d'abord la province, sont dans la Constitution. Et en plus, lorsque vous voyez la loi organique, et c'est très grave. Vous savez, lorsqu'on veut, il y a eu une guerre dans ce pays, une lutte entre fédéralistes et unitaristes. On a trouvé un moyen terme avec ce qu'on a appelé le régionalisme constitutionnel. Bon, il y a quelques autres termes, mais au moins les compétences des provinces sont reprises dans la Constitution. C'est vraiment énorme comme avancée. C'est un. Et en plus, il y a une loi qui répartit encore les compétences jusque dans les ETD, les 4 ETD qu'on connaît. Donc c'est important qu'on responsabilise, écoutez s'il vous plaît, pour aller enlever une poubelle à Lingouala. Il faut qu'un ministre du niveau central s'en occupe. Non, voilà. C'est même pas décent. C'est un peu comme moi, je vais aller m'occuper de la cuisine de madame, ou même si madame va s'occuper aussi de mon véhicule. Voilà. Alors, vous dites, quelque part, il y a violation des procédures par rapport à cette passation, parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Oui. Comment expliquer? Voilà, donc après la partie compétence, qui devait faire quoi? Maintenant, comment est-ce qu'il devait le faire? Imaginez qu'il soit compétent. OK? Ouais. On dit qu'il faut qu'il y ait un appel d'offres. Et ça ne suffit pas. Il faut d'abord qu'il y ait une étude de faisabilité. Ah oui, c'est un marché énorme, ou c'est un contrat énorme, avec impact environnemental, étude de faisabilité. J'ai entendu parler des gens qui faisaient des commentaires sur les réseaux sociaux en disant que c'était un investisseur qui venait pour investir. Ce serait une offre spontanée. Dans ce cas-là, qu'il investisse autre part que dans un service public. Parce que la collecte et le traitement de déchets, c'est un service public, dont le responsable dans la délivrance, en tant que service, ce sont les pouvoirs publics. Pour parler vraiment bêtement, quoi. Vous n'allez pas demander à un privé de faire une route, non. Le privé, c'est pour ça qu'on interdit au privé de faire des routes, on dit ça dans le quartier. Parce qu'il faut que l'État ou les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Mais lorsqu'ils décident, ces pouvoirs publics,
d'externaliser, de demander à quelqu'un d'autre de faire à la place. Comme c'est plusieurs personnes qui peuvent être éligibles à cela, il faut ouvrir la concurrence. Alors, voilà. On dit même dans les cadres de la spontanéité, il faut que l'entreprise qui vient vers l'État partage aussi les études menées à d'autres entreprises. En fait, ce qui est dit, c'est l'article 45. Expliquez-nous. Ce qui est dit, c'est quoi? Si une entreprise considère que l'État a un besoin, elle peut venir proposer, je ne sais pas moi, un service à rendre, comme le cas déchets. Elle vient avec une étude de faisabilité. L'État reprend l'étude, l'examine, peut réajuster et remet l'étude à la concurrence. Demande aux autres aussi de proposer, y compris la société qui a proposé l'étude, demande que les sociétés viennent déposer des offres techniques et financières. Comme ça, on prendra l'offre la meilleure au regard des critères qui auront été préétablis. Donc, ça ne suffit pas que parce que c'est une offre spontanée que c'est bon, non. Même si vous avez fait une offre spontanée, il faut en plus qu'après votre offre soit acceptée, là c'est un, et en deux, qu'elle soit soumise à concurrence. Vous pouvez soumissionner. Si vous gagnez, tant mieux. Là, vous avez raison de gagner parce que vous avez une sorte d'avance en termes de connaissances. Mais si vous perdez, vous qui avez déposé une offre spontanée, vous perdez, vous ne perdez pas tout. On va vous rembourser les frais d'études engagés. Donc, on va vous dire, OK, votre étude quand même va aider à lancer un appel d'offres. On vous paye, n'est-ce pas, les honoraires, comme on dirait, sur les études. Alors, ces climats annoncent quoi au juste? Est-ce qu'on peut déjà se baser sur une hypothèse des manque de transparence? Bon, déjà, bon, pour moi, les faits sont là. Vous savez, ça, à la limite, c'est une question de... Le constat, c'est qu'on aurait dû faire un appel d'offres. On n'a pas vu d'appel d'offres. Or, l'appel d'offres, c'est un élément de transparence. Ça ne suffit pas. Même en termes d'efficacité, on ne peut pas avoir un contrat aussi important sans études. C'est inefficace. Ça, vous savez, c'est 2 milliards de dollars. Et nous avons 12 millions d'habitants à Kinshasa. Il faut organiser la collecte. Où est-ce qu'on va installer les usines? Et imaginez les éléments liés à la pollution, n'est-ce pas? Les éléments liés au traitement, hein, aux décharges. Tout ça, est-ce que c'est même rentable d'abord? Parce qu'on dit que le privé est venu avec son argent, ok. Est-ce que c'est rentable? Parce que c'est pas rentable. Oui, il faut que ce soit rentable. Si c'est pas rentable, c'est quel le risque? C'est que ça va devenir un boulet pour l'État ou même une dette indirecte. Donc, il faut vraiment faire attention à ces genre de détails. C'est vrai que les gens veulent faire du bien parfois. Comme j'aime bien dire, beaucoup de gens sont de bonne foi ignorants. C'est ainsi que nous, le GREM et le DEP, nous attirons l'attention. Il dit, attention, c'est beau, il y a plein de gens qui sont de bonne foi, qui viennent avec, comme vous dites d'habitude, comme les fiancés qui viennent au début. Mais attention, lorsque le mariage est là, les mariages ils durent 30 ans, 40 ans. Il y en a qui font 50 ans. Alors qu'on ne fait que parfois 3-4 mois de fiançailles. Donc alors, attention à ça. Vous interpellez les CECAD, vous interpellez aussi la ville-province de Kinshasa. D'abord, c'est quoi les messages? On interpelle d'abord la société elle-même. Qu'elle sache qu'il y a une loi qui existe, qui a été publiée au journal officiel. Donc il lui est opposable. Elle ne peut pas aujourd'hui dire qu'elle n'était pas au courant. Donc aller rentrer dans un commerce juridique gré à gré, c'est risqué. Nous n'allons pas dire, ouais, supposer les choses. Ça, c'est un. Donc déjà, pour sa sécurité juridique, y compris ses affaires, c'est qu'elle ne puisse pas rentrer dans un commerce juridique qui peut être un jour remis en cause. 1. 2. Pour le pouvoir central, il doit respecter, le pouvoir central doit respecter les compétences des provinces. Ça, c'est clair, c'est la Constitution qui le demande. Et la ville de Kinshasa, c'est peut-être que la ville est apathique. Elle n'agit pas que les gens veulent faire des choses à sa place. Qu'elle prenne les choses en main, qu'elle se dise, qu'elle mette en place un système de collecte de déchets efficace et efficient. Maître, parce que c'est une réalité. On a parlé de la loi sur les partenariats publics privés. Oui. On a aussi parlé de la loi portant composition, organisation, fonctionnement des ETD. J'aimerais qu'on aille un tout petit peu, ça sera pédagogique, un tout petit peu sur la loi concernant la passation des marchés publics par rapport au contrat de gré à gré. Qui dit la loi? Quels sont les critères qu'il faut remplir en amont pour qu'il y ait passation des marchés publics de gré à gré? Déjà, pour dire que d'abord, le principe, comme pour les marchés des partenariats plus privés, dans le marché public, l'appel d'offres est la règle. On ne passe en gré à gré, ça veut dire en entente directe, sans faire la concurrence, qu'il y a 3 conditions en fait. Là, moi, je résume ça en 3 conditions. Il y en a 5. Moi, je les résume en 3. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait une urgence possible.
Donc c'était un des cas possibles. Donc une urgence impérieuse nécessitant une intervention immédiate. Exemple le plus courant qu'on donne, c'est, imaginons, voilà, on a eu, rappelez-vous, sur la route de Matadi, il y a eu une pluie un jour, il y a la route qui s'est cassée quasiment. Vous n'allez pas attendre faire un appel d'offres qui peut faire 3 mois pour intervenir. Pour l'urgence, on fait, et là c'est justifié. Il faut le faire. Imaginons avec le choléra, parfois, en cas d'inondation du côté de Kingaboa. Hein, il faut déloger les gens pour acheter des tentes, même acheter du chlore là, pour désinfecter l'eau et tout ça. Vous n'allez pas faire un appel d'offres. Ebola. Vous avez les cas d'Ebola. Pour acheter, je ne sais pas moi, certains médicaments, tout ça, les antibiotiques, vous n'allez pas attendre. Deuxième cas, c'est, même pour les cas aussi, pour les cas des réseaux techniques. Vous avez quelqu'un qui a le brevet. Il est le seul à avoir le brevet. Vous n'allez pas faire un appel d'offres. C'est lié un peu aux aspects techniques et même aux aspects artistiques. Une sorte de continuité. Et l'autre élément qu'on oublie, c'est que pour des raisons de sécurité, on peut faire un appel d'offres. Vous n'allez pas faire un appel d'offres pour acheter des armes. Hein? Donc vos ennemis vont savoir même déjà le nombre d'armes que vous avez. Même les Américains ne le font pas. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous? Donc, là, c'est normal pour les raisons de sécurité. On peut ne pas. Donc, il y a au moins les trois éléments. Premier élément, donc je disais la partie urgence, n'est-ce pas? Et puis les questions liées à la technique, même liées au droit d'auteur. Et enfin, les éléments liés à la sécurité. Donc, c'est bien encadré et ça ne suffit pas. Un des cas peut advenir, mais il faut avoir l'autorisation préalable d'un service compétent, donc au niveau central, la direction générale du comptable public. Au niveau des provinces, il y a les directions provinciales qui doivent examiner la motivation faite par l'autorité contractante qui veut passer par gré à gré pour voir si la motivation est valable et si elle peut procéder. Alors, je reviens un tout petit peu en amont. On a participé avec vous à l'évaluation des marchés publics. L'audit, l'évaluation des marchés publics, c'était 2012, 2013, 2014. Ouais. Et je me souviens, ce sont des cabinets béninois et sénégalais qui avaient évalué cela, vous vous souvenez. Et j'ai retenu un chiffre. Plus de 63% des marchés passés ont été non conformes. Alors, si ça continue comme ça, est-ce que nous serons sur la bonne voie? Bon, là c'est moi j'ai me demander de prédire l'avenir, c'est difficile. Mais effectivement, il faut que les gens se disent que les règles des passages de marché sont faites pour bien gérer. Parce que souvent, les gestionnaires n'aiment pas parler de marché public en disant non, c'est compliqué, tout. Non. Qu'ils se disent que les marchés publics ou les règles des passages de marché, c'est pour les aider techniquement, c'est pour les aider à bien gérer. Mais si ça continue comme ça, je dis, les faits vont le dire, parce que la liste est connue des marchés. Voilà. Ce que je vais, c'est les conséquences. Quelles sont les conséquences? Ah, mais les conséquences du gré à gré. Les conséquences du gré à gré déjà. Non, les non-respect des règles, d'abord. Bon, si on continue à évoluer dans l'irrégularité, quelles sont les conséquences? Non, mais les conséquences, c'est que les marchés peuvent être annulés. Ça, c'est un. Et puis, les travaux seront mal exécutés. Parce que moi, je sais généralement que les marchés gré à gré finissent mal. Parce que, et puis, quand il y a un gré à gré, il y a déjà soupçon, un gré à gré non justifié. J'ai bien dit non justifié. Il y a souvent soupçon de corruption. On le sait, hein. Donc, il y a du copinage là-dedans. Il y a des risques réels. Et enfin, je reviens encore. Les travaux ne seront pas exécutés. S'il vous plaît. Parce que ce qui est important pour un gestionnaire public, c'est qu'il a un programme politique, il aura des routes, des écoles, tout ça, qu'il a promis qu'il doit réaliser. Il faut que cela soit fait dans les bonnes conditions, n'est-ce pas, et dans le meilleur prix. Alors si pour ça, il faut respecter les règles. Si cela n'est pas fait, c'est assez embêtant. Votre conclusion, et puis... Pour ma conclusion, c'est que nous, en tant que GREM et ODEP, nous demandons vivement à tous les responsables, d'abord à la société civile, c'est notre job à nous, notre boulot, d'être attentifs, n'est-ce pas, d'être attentifs pour tous les marchés qui se passent. On a dit même les marchés liés aux 100 jours. Le président l'a dit, il demande que nous puissions faire le suivi évaluation. Il a dit, quand vous rappelez-vous du discours qu'il a fait à l'IMT, il avait dit, nous demandons que le peuple fasse le suivi évaluation. C'est ce que nous faisons. C'est quoi suivi évaluation? S'assurer que tout ce qui se fait correctement. Et puis, ce qui est fait et fait non. Je veux vraiment mettre le pied dans le plat. Les fameux sautes de mouton. Ok? Les sautes de mouton, on s'est plaint aujourd'hui des embouteillages. N'est-ce pas? Oui. Mais ça vient de quoi?
Si on avait suivi la règle, le professeur Maché règle, qui dit qu'il faut faire des spécifications techniques, qui impliquent pour les travaux, lorsqu'il y a une route, qu'on imagine des routes de déviation, on l'a constaté 3 mois plus tard. Pourtant, une procédure normale aurait vu ça. On aurait imposé dans le prix même de saut de mouton les routes de déviation. Donc c'est ce qu'on appelle l'impact environnemental aussi. Parce que vous n'imaginez pas l'impact social, même psychologique des embouteillages. Bon, on dit, bon, ok, d'accord, c'est pas grave, on prendra la moto pour aller à l'aéroport ou pour aller... Non, mais imaginez le carburant, le stress, Mais c'est fou. C'est pas pour déranger. Nous demandons vivement, n'est-ce pas, à tous les responsables de respecter la loi sur les marchés publics et ça permettra de bien gérer. Voilà. Guy Kabeya, secrétaire exécutif des GREM, groupe de réflexion sur les marchés publics. Je vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. Vous savez, nous avons parlé de la régularité ou l'irrégularité des marchés publics passés ces derniers temps. Il faut reconnaître que par rapport à l'échantillon d'analyse, les marchés publics passés n'a pas été régulier. Alors, il faudra tenir compte des règles fixées pour que cela profite à tout le monde. Merci de nous avoir regardés depuis Koutou, dans la province du Mai-Ndombe. On se retrouve prochainement. Merci.